les petits candidats, je les diviserai en deux catégories. Il y a les petits, mais qui comptent un petit peu, et il y a les farfelus. Oui, voilà, oui. Il y a les candidatures, les candidatures en fait qui sont une candidature assez logique pour toi. Bon, je pense qu'on va être d'accord sur Yannick Jadot. Alors, les Verts, Yannick Jadot. Alors, bon, les Verts nous refont l'énième coup de la candidature du soldat inconnu. Oui. Bah, en fait, C'était qui la dernière fois? Bah, c'est en 2012. Ouais. Bah, c'était. Voilà, c'est ta réponse. Eva Joly. Mais non, Eva Joly, c'était en 2000. C'était quand? C'est 2007, non, Eva Joly? Ah non, c'est 2012. Ouais, je sais plus. C'est 2012, Eva Joly? Oui, c'est 2012, puisque c'est contre. Elle gagne contre Nicolas Hulot. Contre Nicolas Hulot. 2007, c'est Voynet, je crois. Non, Lipietz. Lipietz, c'est 2002 et il arrête sa campagne et c'est ma mère qui y va. Ouais. Donc 2007, c'est Voynet. 95, c'est Voynet aussi, qui se prend les pieds dans le tapis. Et ensuite, voilà. Déjà, c'est pas mal. Et là, ils ont vraiment sorti le soldat inconnu. Le type que personne connaît. Oui, mais parce que Eva Joly, il y avait quand même un... elle avait une aura médiatique par l'affaire Elf. Voilà, ma mère était quand même un candidat connu, c'est quand même quelqu'un qui a eu une carrière dans la chanson. Oui, qui a quand même été... Enfin oui, à côté de ça, c'est quand même... Il y a quand même un certain... C'était un cadre vert quand même important au niveau national. Il a été présenté... Enfin, c'est quelqu'un de connu, journaliste assez connu dans les années 80. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Et en tant que maire, il avait fait beaucoup parler de lui au moment du faux mariage homosexuel. Oui, mais c'est après ça. C'est 2004, alors que là c'est 2002 sa campagne. Voynet, elle a été ministre, donc elle était quand même, si ce n'est connue, au moins c'était pas quelqu'un de totalement inconnu. C'est vrai qu'Yannick Jadot, c'est le problème de ce Parlement européen qui... Voilà, c'est donc vraiment totalement inconnu. Bon, après, les deux traditionnels trotskistes, donc logiquement Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière et Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste, qui vont faire un score avec... moi je tablerais sur moins de 5%. Les deux réunis ou... Non, chacun. Moins de 5% chacun. Et peut-être 5% à deux. Peut-être 5% à deux, oui, peut-être. Mais en plus, bon là on est dans le témoignage strict. Enfin, en fait, pour moi, le problème, c'est que ces candidats-là, c'est le fait que Mélenchon ratisse très large, à la gauche, vraiment gauche. Enfin, Mais de toute façon, même traditionnellement, il faisait des scores minables. Tu regardes, par exemple, moi je me rappelle, c'est 2002, où Arlette Laguillet fait 5%, où... Besancenot fait pas loin de 5%. Je sais même pas s'il fait pas ces 5%. Ouais, mais il avait peut-être pompé à l'époque les voix du PCF. Le PCF fait 2%, je crois, et c'est Robert Hue. Et puis Jospin fait 16%. Donc c'est vrai qu'il y a un partage, alors qu'aujourd'hui, on en parlera ensuite, aujourd'hui tu additionnes Mélenchon qui est à 11%, 10-11%, et Hamon qui est aujourd'hui crédité de 17%, ça fait quand même 28%. C'est presque 2 fois le score de Jospin en 2002. Donc, je pense qu'il y a et ces deux candidatures qui sont quand même vraiment à gauche. Qui ne sont pas d'un centre-gauche social-démocrate. Voilà. Même si Jospin était à la base trotskiste. Donc, il y a ces candidatures-là, et effectivement, alors oui, il y a deux candidatures à droite relativement sérieuses, entre guillemets, c'est Michel Alliot-Marie et Guénaud. Alors pourquoi je dis sérieux? Parce que Michel Alliot-Marie, ça a quand même été une ministre importante, une ministre d'État, qui est passée par... Ministre de la Défense, je crois. Défense, Justice, Intérieur, Affaires étrangères, qui a été présidente du parti du RPR à la fin des années 90, qui est maire de Bayonne, député-maire de Bayonne depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui compte, même si on l'a un peu perdu de vue ces dernières années, c'est quand même quelqu'un qui compte dans le... Autant je peux avoir d'estime pour elle et pour sa carrière ministérielle, autant je pense que c'est vraiment une candidature de témoignage. Ah oui, non mais totalement, mais c'est pour ça qu'elle est dans les petits candidats. Comme Guénaud. Oui. Guénaud aussi,
c'était une des plumes de Nicolas Sarkozy, quand même quelqu'un de formé. Le rédacteur du discours de Grenoble, non, d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus. Quelqu'un de formé intellectuellement, ce qui n'est pas toujours le cas à l'intérieur des partis politiques, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, c'est dommage que ces candidatures-là n'aient pas pu être portées un peu plus sérieusement par les Républicains. Et oui, je comprends pourquoi ils ne sont pas allés à la primaire. Alors, Guénaud, je crois qu'il n'a pas eu les parrainages. Et ça m'étonne parce que bon, quand on voit que Jean-François Copé les a eus, Jean-Marie Poisson... Jean-Marie Poisson, il les avait de droit en tant que membre du Parti chrétien-démocrate. C'est vrai, oui. Il était président du Parti chrétien-démocrate, donc il les avait de droit. Mais c'est vrai que Guénaud aurait... Bruno Le Maire, t'as le choix entre Bruno Le Maire et Henri Guénaud. Tu choisis qui? C'est compliqué. Après... je choisis Guénaud, clairement. Oui, le Maire, c'est compliqué parce que c'est pas non plus... c'est quand même quelqu'un de... Il a été caricaturé comme quelqu'un d'assez... de pas forcément très intellectuel. C'est pas vraiment le cas, hein. C'est quand même quelqu'un qui a été longtemps assistant de... Enfin, Guénaud, lui, est vraiment un intellectuel. Oui, c'est pas le... Après, c'est vrai que Michel Amaré ne voulait pas y aller d'entrée, elle l'avait dit. Il y avait une certaine logique. Ce qui est dommage, c'est que ça va peut-être coûter les quelques points qui vont... C'est-à-dire que la primaire avait pour but de rassembler la droite et qu'il n'y ait qu'un seul candidat naturel à droite, à part, bien entendu, Dupont-Aignan, qui fera toujours cavalier seul. Au final, il y a 4 candidats à droite pour l'instant. Oui, on ne sait pas s'ils auront les 500 signatures, mais il y a les 4 aujourd'hui. C'est quand même probable que soit Guénaud, soit Yomari n'aient pas les signatures. Je pense que Yomari les aura plus facilement que Guénaud d'ailleurs. Oui, parce que c'est quand même quelqu'un un peu plus de terrain que les Guénaud. Puis, maire quand même d'une ville importante, elle peut avoir des soutiens dans le sud-ouest. Et puis elle peut aussi séduire, on va dire, des cadres et des électeurs, on va dire, vieux RPR, vieux gaullistes. Oui. Ce qui est moins le cas d'un Fillon, par exemple. Qui est plus libéral. Ça, elle a un côté très... elle, c'est vraiment une gaulliste, colbertiste, assez classique. Voilà. Et elle a une stature de femme d'État. Oui. Ce que n'ont pas tous les candidats, tous ces, entre guillemets, petits candidats. Alors, on reviendra ensuite, dans une deuxième partie de ce petit passage, sur l'expression petit candidat. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, oui, qui a toujours le cul entre deux chaises, d'avoir en gros 90% du programme de Marine Le Pen sans vouloir lui tendre la main. Oui. C'est exactement ça, Dupont-Aignan. Oui, d'avoir... D'ailleurs, c'est... C'est De Villiers, mais sans le... Pour moi, Dupont-Aignan, c'est un De Villiers sans l'ancrage local très fort en Vendée. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce côté... j'ai fait de mon département la Vendée ce qu'on avait fait à une époque de Villiers, c'est-à-dire l'un des départements les plus prospères de France. Et puis avec une vraie réussite entrepreneuriale. Je ne sais plus de quelle ville il est maire, mais il est systématiquement réélu très confortablement. Oui, c'est un maire qui en tout cas est apprécié de ses administrés. Oui. Après, le truc, c'est pas compliqué. Regarde Copé qui est réélu à chaque fois très confortablement et qui s'est fait plier dans sa propre ville par Juppé et Fillon. Après, pour moi, Nicolas Dupont-Aignan, c'est un FN tendance Philippot, Canada Dry. Canada Dry. Ouais. Donc ça... T'as le goût du FN, ça ressemble à du Philippot, ça a le goût du Philippot, ça a l'odeur du Philippot, mais ça n'en est pas. Oui, mais c'est... Oui. Pour ceux qui connaissent pas le Canada Dry, c'était cette blague, ça a le goût ça a l'aspect du whisky, ça a le goût du whisky, ça a l'odeur du whisky, mais ce n'est pas du whisky. Voilà. Ensuite,
Après, donc là, on a à peu près fait le tour des candidatures qui sont certes de témoignages, mais sérieuses. Voilà, mais où il y a un fond, il y a une idéologie, quelque chose d'assez concret et d'assez Après, logique. tu as les candidatures fantaisistes. Donc là, c'est... Bon, on va commencer par mon préféré. Henri de Lesquen, Voilà. président de Radio Courtoisie, et président du Parti national libéral, qui a un programme, alors on peut citer quelques éléments de son programme, bon, la réémigration d'étrangers ou binationaux non intégrés, la destruction de la Tour Eiffel, la suppression du Code du travail. Pourquoi la destruction de la Tour Eiffel? Parce qu'il trouve ça très laid. D'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Oui. Et il estime que le président de la République doit mettre en valeur les beaux-arts et éduquer à une certaine esthétique. Ce en quoi Georges Pompidou serait tout à fait d'accord avec lui. Oui, mais je pense pas que Henri de Lesquen apprécie énormément le centre Georges Pompidou. C'est possible. Donc il y a Lesquen. Lesquen, il est plutôt de droite. Enfin, si on doit le placer sur l'échiquier... C'est un mec qui dit que Marine Le Pen est une gauchiste. D'accord. Oui. Donc il est plutôt de droite. Tu vois pour manier l'euphémisme. D'accord. Donc après, il y a Marseille. Oui, alors on a l'inénarrable rappeur Marseille, mais je sais pas si on peut dire que ce qu'il fait est vraiment du rap. Je connais pas. C'est pas bon. Enfin, je peux pas faire une critique, donc, je t'avoue, je n'ai pas étudié son œuvre. Non, c'est pas bon ce qu'il fait. Et il fait surtout c'est un type qu'on connaît essentiellement pour avoir fait des sortes de clash sur YouTube. C'est comme Cortex. Un peu c'est la même bande. Hein. D'accord. Ils sont potes. Ils sont potes, c'est la même bande. Et bon, Cortex qui est le premier rappeur que j'ai entendu qui n'avait pas le sens du rythme. On va pas rentrer là-dedans. C'est pas grave. On a le Christ cosmique Sylvain Durif. Voilà, oui. Donc lui qui propose le désarmement de l'univers. Total pour la paix intergalactique. Ouais. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de Sylvain Durif, c'était celui qui avait, au moment de la prétendue fin du monde de 2012, organisé le refuge à Bugarak. D'accord, c'est lui. Ouais. D'accord, ok. Ah oui, ok. Je me rappelais pas que c'était lui en fait. Tapez Sylvain Durif, D-U-R-I-2-F sur YouTube. C'est très drôle de le voir en interview. Je sais pas si c'est du troll ou si le mec est sincère, mais il y a quand même un fort potentiel comique. D'accord. Donc là, je pense qu'on a fait quand même les trois plus... Alors, il pourrait re-avoir Cheminade. Oui. Oui, mais lui, en fait, le problème de Cheminade, c'est que je sais pas si je dois le placer dans les, entre guillemets, sérieux, mais qui n'ont aucune chance, ou dans les totalement farfelus, mais qui se donnent un aspect relativement sérieux. Alors moi, je le mettrais dans les sérieux qui n'ont aucune chance. Voilà. Et je rajouterais le critère ultra marginal. Oui. Bah, c'est lui qui voulait peupler Mars ou... Alors oui, bon, il y avait l'aspect conquête spatiale, qui, donc on a beaucoup ridiculisé, mais mine de rien, qui avait quand même été l'un des nœuds de la guerre froide. Oui, non, mais qui est repris aujourd'hui par les Américains d'ailleurs. Ce qui est pas totalement stupide en soi. Mais alors bon, pour expliquer un petit peu, tu as un journaliste qui était un spécialiste des petits partis comme ça, qui s'appelait Emmanuel Ratier, qui était le rédacteur, éditeur, enfin le principal artisan d'une revue qui s'appelle toujours Faits et Documents, qui a expliqué un coup dans une émission sur Radio Courtoisie justement que au bout d'un moment, Solidarité et Progrès, qui est le nom du mouvement de Cheminade, c'est tellement compliqué qu'il en a perdu le fil, quoi. Ils ont défendu énormément d'idées très différentes les unes après les autres. Et c'est un parti qui a énormément évolué, qui est très difficile à suivre, qui change énormément. Et alors là-dessus, il y a une petite anecdote qui avait été racontée, je crois, alors je ne sais plus si c'est Cheminade ou si c'est Ratier qui l'a raconté, mais Cheminade est convoqué aux renseignements généraux pour un petit peu discuter, tu vois. Et
l'agent des renseignements généraux qui est en face de lui lui dit d'habitude j'ai une vingtaine de costumes, de cases où ranger les activistes politiques, tu vois, nationalistes, islamistes, indépendantistes basques, végétariens, droits des animaux, enfin, il y a 36 000. Et Cheminade ne rentrait dans aucune case prévue par les renseignements généraux. Il était inclassable pour eux. D'accord. C'est quelque chose qui est assez difficile. Il y a une dimension patriotique, mais on pourrait difficilement le classer à l'extrême droite. Bon, il y a des gens qui le classent à l'extrême droite, mais c'est pas non plus ça. Enfin, c'est très très particulier. Désolé pour la porte. Bon. Donc on a dit Lesquin, Cheminade, Guénaud, Michel Yomari, Durif, Morsaille. Après, je pense Alexandre Jardin, dont tu avais touché un mot la dernière fois. Et puis... Oui, mais alors, Alexandre Jardin, c'est vraiment la candidature de témoignage pseudo-intellectuel. Alors, on emploie le pseudo-intellectuel, c'est pas pour remettre en cause. C'est un écrivain. Voilà, c'est un écrivain. C'est un intellectuel. Bon, il n'y a pas à la française. La seule chose, c'est que je vois pas ce qu'il vient faire là. En fait, je pourrais très bien comprendre qu'il y ait, et ce serait d'ailleurs hyper intéressant, en parallèle de la campagne présidentielle normale, qu'il y ait par exemple une contre-campagne des intellectuels. Il y a toujours des ralliements d'intellectuels aux hommes politiques. Oui. Hein. Non, je suis d'accord, mais tu vois, non, mais qu'il y ait une contre-campagne, par exemple, tu es un intellectuel marxiste qui fasse campagne qui développe des arguments de campagne. Je dis pas qu'il ferait campagne en se présentant, mais qui développe des arguments de campagne en les opposant, par exemple, à Bernard-Henri Lévy, en les opposant à Max Gallo, en les opposant à un intellectuel, par exemple, à Onfray, par exemple, pourrait rentrer dans ce... Ce qui me fait mal, c'est que tu mettes Bernard-Henri Lévy parmi les intellectuels. Oui, non, mais parce que pour la majorité des gens, c'est le philosophe à la française, par exemple avec Finkielkraut, avec des personnes comme ça qui, en fait, débattraient de manière un peu dans la même cadre qu'une campagne présidentielle, en parallèle de la campagne, mais simplement sur une campagne intellectuelle pour opposer des visions intellectualisées de la société. C'est-à-dire, est-ce que on part plutôt sur... Il y aura en fait une campagne de terrain politique, avec donc la campagne présidentielle, avec tu veux dire, Macron, etc. Organiser une sorte de commentaires par les intellectuels, par les artistes. Oui, pourquoi pas. Enfin, les intellectuels, en fait, qui proposeraient, eux, une opposition intellectuelle, un débat beaucoup plus intellectuel dans la campagne, d'un niveau, effectivement, qui serait supérieur, et qui est à côté les politiques qui fassent la campagne, entre guillemets, de terrain et de proposition. Pourquoi pas. Ce qui pourrait être intéressant. Alors, je dis pas que ça se fera un jour, mais effectivement, imaginez un débat avec Onfray, Finkielkraut, Max Gallo, comment il s'appelle celui qui... Alamadou. Voilà. Comment s'appelle celui qui avait cité Onfray en disant « Je préfère une idée juste de... » Alain Benoît. Alain Benoît, etc. Alain Minc, bon. Vous imaginez ces personnes-là et un débat entre eux sur... alors par exemple, est-ce qu'on doit poursuivre la construction européenne? Est-ce qu'on doit proposer un revenu minimum? Voilà, où ces personnes-là échangeraient des arguments d'intellectuels, des arguments philosophiques, des arguments économiques, etc., pour débattre de ces questions. Ça pourrait être intéressant. Ça peut être, je pense, parfois d'un meilleur niveau que le débat politique, entre guillemets, de campagne. Je doute que ça se fasse un jour, soyons clairs. Bon, là, je crois qu'on a fait le tour des petits candidats. Voilà, alors, on va vous expliquer pourquoi on a abordé ce thème des petits candidats. C'est par rapport au choix de TF1 d'organiser un débat, alors d'essayer pour l'instant d'organiser, puisque, on verra après, certains, entre guillemets, grands candidats ne sont pas forcément pour y aller. Donc TF1 de mémoire organiserait le débat le 20 mars, et refuse de convier les petits candidats. Donc les petits candidats, c'est les candidats a priori qu'on a cités, ce qui laisserait comme grands candidats Hamon, Macron, Fillon, Le Pen, Mélenchon. Jadot. Oui, Jadot peut-être, oui. Jadot peut-être.
Même s'il n'a aucune chance, les Verts, ça reste quand même une puissance, une force Oui, politique en France. oui, donc oui, sûrement il y aura Jadot. Et peut-être Poutou et Artaud. En fait, le truc, c'est que si je prends Jadot, je prends les deux autres. Si je prends pas les deux autres, je prends pas Jadot. Oui. C'est simplement pour être logique, parce que pour moi, c'est les personnes qui ont, à partir du moment, enfin, pour moi, les qui ont aucune chance. Gros candidats, c'est à partir de 10%. Ouais. C'est vraiment les candidats les plus représentatifs, et ça s'arrête à Mélenchon. En dessous, enfin, je veux dire, ou alors on fait un seuil à 5%, mais bon. Le remboursement électoral, c'est 5%. Oui, voilà, c'est 5%. Bon. Le remboursement de frais de campagne. La question, en fait, c'est que ça a soulevé un tollé, de manière assez logique. Alors, sachant que France 2 veut organiser un autre débat, donc qui lui serait plus début avril, j'ai compris, veut organiser un autre débat avec tous les candidats au premier tour. Donc ceux qui ont les parrainages. Donc, oui, tous ceux qui ont les parrainages. Ce qui fait que, bon, ça m'étonnerait que messieurs Delesquin, Durif, Morcet, etc. aient leur parrainage, mais potentiellement, on pourrait avoir un débat où François Fillon, Macron, Benoît Hamon sera entouré de Morcet, Delesquin, Chaminade, Durif, etc., qui leur assignerait leur argument à eux. J'aimerais tellement voir un débat Morseille-Henri Lesquin. Avec Durif ou pas? Ouais. Ça pourrait tellement être drôle. Oui, vraiment. Faudrait le faire. Et déjà, il y a un clash en ce moment sur Twitter entre Henri Lesquin et Cortex. Je déconne pas. Ah, bon. Et le 15-18 s'en est mêlé. Donc le 15-18, c'est le forum de jeuxvideo.com. Le 15-18. Je cherche pas. D'accord. Mais c'est sur quoi le clash? Ah, ils s'insultent régulièrement l'un l'autre. Et 15-18, c'est placé de quel côté? Henri Lesquin. Oh. Ils ont compris les arguments Ouais. D'accord. Ok, why not bon, je vois pas pourquoi ils s'en sont mêlés, mais c'est pas grave. C'est bien, au moins ils s'intéressent à la campagne présidentielle. Je suis pas sûr qu'à mon époque, il y ait beaucoup de... Enfin, qu'à notre époque, il y ait beaucoup de jeunes de entre 15 et 18 ans qui soient à ce point intéressés à la campagne présidentielle, mais bon, why not. Donc voilà. Est-ce que pour toi, la position de TF1 est logique? Oui. J'ai le souvenir de la... Tu sais, parce qu'avec le CSA, il y a un contrôle des temps de parole. Et le temps de parole doit être égal au moment où la campagne est lancée. Bon. Mais on arrive à des choses ridicules, par exemple Cheminade. BFM TV a fait une interview de lui, qui passait 3 fois dans la nuit, pour pouvoir avoir le temps de parole Cheminade. Donc, ça me paraît moins vicieux, à la rigueur, de ne pas inviter ceux qui de toute façon n'ont aucune chance. Alors, à moins de voir les présidentielles comme une tribune. Bon, ce qui est d'ailleurs la stratégie de lutte ouvrière. Ils savent très bien qu'ils vont jamais gagner comme ça, si jamais un jour ils gagnent. Mais ils essayent de porter un discours à la connaissance de la population. Parce que depuis qu'ils ont pu leur site, enfin qu'ils ont pu le Minitel, ils ont du mal à communiquer. C'est pas bien. Mais bref, oui, je vois l'idée. Et donc, dans ce cas-là, c'est la position de France 2 qui est... La position de France 2, elle est, on va dire, égalitariste. Égalitaire. On invite tout le monde. La position de TF1, elle est plus pragmatique. Je pense que les deux se défendent. Après, France 2, c'est le service public. Oui. France 2, c'est le service public, c'est logique. Alors, dans ce cas-là, tu comprends pourquoi, par exemple, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen refusent d'aller au débat de TF1? Moi, je comprends moins parce que ça reste une grosse chaîne, quand même assez regardée par la population. Bon, quand même plutôt les populations, on va dire 40, 50 ans. Enfin, les jeunes regardent moins la télé maintenant. Alors que Marine Le Pen refuse d'y aller, ça me donne quand même. C'est quand même une bête médiatique. C'est quelqu'un qui tient la route dans les débats, qui peut comprendre ses idées, qui parle assez solide.
Macron, je sais pas, mais après on va en parler tout à l'heure. Oui, non, je fais de... Enfin, après j'ai ma petite idée de pourquoi il veut pas y aller, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et alors, dernière question par rapport à ce débat, enfin moi c'est mon opinion, le problème en fait c'est que ce en quoi je comprends la position de TF1, c'est qu'on l'a vu avec la primaire de la droite, donc il y avait 7 candidats à la primaire de la droite, Oui. il y avait un temps de parole qui était famélique par candidat, parce que tu peux pas maintenir l'attention des gens pendant 4 ou 5 heures sur un débat d'idées, de fond. Et le souci, c'est qu'au final, chaque participant avait quoi, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de temps de parole. Ce qui fait que pour développer des sujets de fond comme l'Europe, comme la défense, les relations, enfin La crise migratoire. La crise migratoire, la politique étrangère, la politique économique en France, des choses comme ça, les problèmes sociaux, etc. La question de la justice. D'ailleurs, je vous fais un petit teasing. Il y aura une émission de la chaîne sur ce que les avocats ont renvoyé au CNB, la synthèse, entre guillemets, des livres blancs qu'ont fait les avocats au CNB pour que le CNB puisse le présenter aux candidats à la présidentielle par rapport à la justice. Voilà. Un petit teasing, ce sera pour une prochaine émission. Le problème, c'est que déjà à 7, c'était assez peu écoutable, parce que il n'y a pas vraiment le temps de développer des arguments au fond. C'est vrai qu'à 5, quand tu as les 5 candidats majeurs, avec de vraies oppositions de programme, là par contre, il y aura un certain intérêt. Le problème, c'est que si on rajoute rien que les 3 petits qui sont les plus crédibles, c'est-à-dire, enfin les 4 petits qui sont les plus crédibles, c'est-à-dire Michel Lemary, Yannick Jadot, Poutou et Nathalie Arthaud, dont on peut estimer qu'eux auront les 500 parrainages, ça fait 9. Plus Guénaud potentiellement. Enfin, ça commence à faire. Voilà, plus Dupont-Aignan qui généralement les a, ça fait 10. Cheminade les a vus la dernière fois, ça fait 11. Guénaud pourrait les avoir, ça fait 12. Une douzaine de candidats, c'est pas anormal sur une présidentielle. C'est pas normal. Le problème, c'est que, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire comme aux États-Unis, quand il y avait la primaire républicaine, il y avait d'un côté ceux qui avaient vraiment les gros scores, donc, qui en intention de vote faisaient, je crois, plus de 10% des intentions de vote. Donc il y avait les Jeb Bush, il y avait les Ted Cruz, Donald Trump, voilà. Et de l'autre côté, il y avait les candidats qui étaient à moins de 10%, et donc qui avaient fait leur débat. On pourrait l'imaginer, 5 d'un côté, 7 de l'autre. Alors après, aux États-Unis, ils ont beaucoup moins que nous en France la culture du temps de parole égale. Oui. Ça les gêne pas du tout sur un média quelconque de favoriser énormément un candidat. Et il y avait eu le cas Clinton. Fox News. Fox News, c'était la seule chaîne à soutenir Trump, et toutes les autres étaient pour Clinton. Oui. Mais c'est moins difficile quand on est à 2 candidats. Quand il y a deux candidats... Il y avait une dizaine de candidats aux présidentielles américaines. Oui, mais après t'en avais 8 qui comptaient pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait 2 candidats sur l'intégralité des États-Unis. Les 8 autres candidats, il y en avait certains, ils étaient au mieux dans la moitié des États. Au pire, ils étaient dans 2-3 États et puis point barre. Après, si il y en avait 3 qui peuvent être sur la quasi-totalité, ça doit être le libertarien, Gary Johnson, Jill Stein pour les Verts, et le constitutionnaliste dont je ne me souviens pas du nom. Ben voilà. Mais il y aurait ce moyen-là, il y aurait cette solution-là qui serait de diviser entre les deux, simplement pour que le débat soit écoutable, pour qu'on puisse en retirer quelque chose. Et encore, là j'ai parlé à peu près des 7 candidats, donc petits candidats, qui sont les plus crédibles, et j'ai pas ajouté Morcé, Durif, etc. Où là... Là c'est la forum autre. J'ai pas dit ça, mais c'est quand même plus... c'est quand même la première élection présidentielle au suffrage universel direct, il y avait eu un candidat paysan, non? Il n'y avait pas quelqu'un, le général de Gaulle avait dit que c'était un clown, mais qu'il était amusant, ou un truc comme ça, c'était... j'ai pas souvenir de tous les... Non, mais je sais pas pourquoi je... Bon, je pense qu'on a fait le tour là de la question des petits candidats. Donc... on passe à la suite. Voilà, on va passer à la